Alors, que va-t-il se passer en cas d'absence d'accord? Marie Buisson, donc de l'ANIA, Jacques David, la FCD, et Hélène Lang, donc de chez Fidal. Également un sujet très intéressant, où là, il peut y avoir un petit peu plus de conflits, quoique moins conflictuel que les centrales européennes. Alors, ma première question est forcément simple. Le calendrier est raccourci, donc est-ce qu'il y a des risques de non-accord avant les fameuses nouvelles dates butoirs? Oui, bonne question. Effectivement, cette année, on va entamer des négociations commerciales dans un contexte particulier, particulièrement difficile en termes économiques, mais particulièrement complexe en termes juridiques aussi, avec ce calendrier avancé, alors qu'on n'a pas encore eu, comme ça a été relevé tout à l'heure, de recul sur la loi d'escrozaille qui a été adoptée au lendemain de la conclusion de nos accords 2023. Donc, le sujet sur lequel nous intervenons à présent, c'est sur l'absence d'accord au 1er mars. L'absence d'accord au 1er mars, jusqu'à maintenant, ne faisait pas l'objet d'une réglementation particulière. On a souvent été interrogé sur ces situations litigieuses d'absence d'accord, de parties qui négocient et qui ne parviennent pas à conclure dans le délai. Jusqu'à présent, la pratique faisait, et la CEPC avait eu l'occasion de se prononcer, sur le fait qu'on était dans une situation finalement sans règles, où logiquement on ne devrait plus avoir de relations, mais le dispositif de sanction de la rupture brutale des relations commerciales établies faisait qu'on ne pouvait pas arrêter de commander côté distributeur ou de livrer côté fournisseur. La question du prix se posait aussi, ne sachant pas très bien quel prix on devait appliquer. Finalement, l'usage faisait qu'on continuait à appliquer le dernier prix convenu pendant un certain préavis à devoir déterminer. Donc la loi d'escrozaille est venue, en tout cas l'objectif a été de vouloir poser un certain cadre dans cette situation litigieuse, à vouloir définir ce qui allait se passer. Bon, maintenant, on peut discuter de la difficulté d'interprétation de ce texte, parce que comme le relevait Boris, on est un pays où on aime bien avoir des règles, et à force de relever qu'on n'avait pas de règles et qu'on était dans une situation où finalement les parties avaient la liberté de discuter de la suite de leur relation, le législateur est venu nous dire qu'à défaut d'accord au 1er mars, à défaut d'avoir pu conclure un contrat, la relation commerciale s'arrête. Alors la relation commerciale s'arrête, mais s'arrête selon quelles conditions? Et c'est là où la difficulté se pose. La relation commerciale s'arrête, elle peut s'arrêter sans préavis, au choix du fournisseur, et c'est le fournisseur qui a la main, qui peut décider d'arrêter de livrer. En tout cas, ce que dit le texte. On verra si, en pratique, c'est réalisable. Le fournisseur peut choisir d'arrêter sans préavis de livrer, ou peut choisir de demander un préavis. Et là, la loi d'escrozaille est venue aussi nous préciser que ce préavis, donc il doit tenir compte de la durée de la relation commerciale pour déterminer sa durée, mais on doit aussi tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties pour fixer ce prix. Donc on sort de ce fait du maintien du prix N-1 pendant un préavis à déterminer. Donc ce nouveau dispositif doit s'articuler aussi avec les nouvelles règles relatives à la détermination du prix pendant le préavis. On reste encore sur une incertitude, mais avec la certitude qu'on ne peut plus imposer le dernier prix. Donc le fournisseur a le choix, il peut choisir, arrêter ou continuer, mais si les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce préavis, c'est là que le dispositif prévoit qu'on peut saisir le médiateur pour se mettre d'accord sur un prix et une durée. Le médiateur ayant... là, on parle d'un dispositif qui ne concerne pas que le secteur alimentaire. C'est vrai qu'on a des difficultés à choisir sa convention. Là, le dispositif sur l'absence d'accord, il va s'appliquer à tout le monde, fournisseurs, distributeurs, sans distinction. Et non, c'est tout distributeur et tout fournisseur dans la relation. C'est vrai que ce dispositif de conclure une convention au 1er mars s'applique tout secteur confondu. Et là, on se retrouve dans un secteur un petit peu... c'est vrai qu'on est beaucoup plus acerbé avec ce calendrier avancé pour les PGC.
Voilà. Sans d'accord avant le 1er mars. Le 1er mars, c'est pour tout le monde, mais alors on est aussi dans le choix de sa date butoir en fonction des produits que l'on vend, de son chiffre d'affaires maintenant et du client à qui on le vend. Parce que effectivement, avec la distribution alimentaire, lorsqu'on est un fournisseur de produits de grande consommation, on devra conclure soit le 15 janvier, soit le 31 janvier. Et donc la date butoir étant avancée, le nouveau dispositif aura à s'appliquer de manière anticipée au 15 janvier ou au 31 janvier pour les fournisseurs de PGC dans leurs relations avec certains types de distributeurs et pas nécessairement avec tout distributeur. Hélène, le législateur, lorsqu'il avait prévu les options 1, 2 et 3, je pense qu'il n'avait pas prévu que très très majoritairement l'option 3 serait utilisée. Ma question, c'est est-ce que le législateur a prévu qu'il pourrait y avoir un embouteillage chez le médiateur? C'est une question qu'on s'est posée parce qu'effectivement, le médiateur va être saisi d'un sujet qui n'est pas le sien habituellement, mais qui va être celui d'aider les parties à se mettre d'accord sur un préavis. Et on en a débattu un petit peu avec Marie et Jacques, et je leur laisserai exposer leur avis, mais des parties qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un prix, sur un plan d'affaires au 1er mars, au 15 janvier ou 31 janvier, vont-ils réussir à se mettre d'accord devant le médiateur sur les conditions d'un préavis? C'est une vraie question. Marie, sur ce sujet. Sur ce sujet, bon, encore une table ronde intéressante et avec pas mal de débats. On en a déjà eu pas mal pendant les échanges préparatoires. Simplement, bon, c'est vrai que cet article 9 de la loi d'escroquerie a été clairement le plus débattu, le plus polémique, c'est certain. Donc, comme vous l'avez dit, l'objectif, c'était de combler un vide juridique qui mettait certains industriels dans des situations économiquement insupportables. Vraiment, c'était là l'objectif, c'était de combler ce vide juridique. Le bon remède à trouver ce vide juridique, il est pas aisé. Franchement, on a travaillé avec énormément d'entreprises de toute taille, de tout secteur. On avait vraiment des visions de patrons d'entreprises qui n'étaient pas les mêmes. Certains nous disaient, moi, si j'arrive pas à me mettre d'accord, si ça devient insoutenable économiquement, je veux pouvoir arrêter de livrer, je veux être maître aussi un petit peu de mes ventes. D'autres nous disaient, moi, je veux pouvoir conserver un préavis, etc. Et en fait, je pense que tout le monde est arrivé avec tellement d'idées différentes auprès des parlementaires qu'on est arrivé, c'est vrai, avec une disposition expérimentale, et ça, je pense qu'il faut vraiment le souligner, qui est discrétionnaire et qui laisse la main aux fournisseurs. Donc c'est bon, ça va être une disposition qui va être appliquée dans un contexte particulier. C'est un peu malheureux. On aurait aimé, c'est vrai qu'en année 1, cette disposition qui est déjà très polémique, qui est pas forcément très bien vue par nos amis distributeurs, puisse s'appliquer de manière plus apaisée avec plus de temps. Pardon, combien de temps le test pour voir si 3 ans. 3 ans, d'accord. Pardon. Bon, c'est quand même, c'est vrai que c'est un dispositif expérimental, mais quand même pour 3 ans. Et attention sur cette disposition. On parle de 1 à 2% des cas quand même. C'est vrai que dans la majorité des cas, fort heureusement, on arrive quand même à se mettre d'accord entre fournisseurs et distributeurs. On a besoin l'un de l'autre. Quand on sait qu'un distributeur pèse en moyenne 15% dans votre chiffre d'affaires, évidemment que vous n'avez pas du tout envie de vous passer de lui. Mais il y a le risque, et surtout cette année, que l'article soit plus utilisé. C'est certain, parce que le fait que la négociation soit raccourcie, la qualité de la négociation va être plus compliqué. On risque d'arriver dans des cas d'absence d'accord. Après, encore une fois, je pense que ce ne sera pas du tout une volonté de la part des industriels d'arriver dans ces cas-là, parce que vous ne pouvez pas vous passer d'un distributeur. Si vous faites le choix d'arrêter purement et simplement d'arrêter de livrer, il y a des conséquences économiques, puis il y a des conséquences pour la suite. Le distributeur, si vous venez le revoir l'année d'après, je pense qu'il se souviendra de la décision que vous aurez prise, évidemment. Et puis même la saisine du médiateur, le médiateur m'a dit oui, le dispositif va être contourné, tout le monde va me saisir pour gagner un mois de plus.
encore une fois, le médiateur, on le verra pour négocier les conditions du préavis. Je pense qu'il faut mieux se mettre d'accord, et tout le monde le sait, dans le cadre d'une convention, on va négocier un plan d'affaires, un vrai business plan, etc., que les conditions d'un préavis où finalement on va juste se mettre d'accord sur le prix du préavis et pas vraiment le côté business. Donc je pense que personne va s'amuser, en tout cas pas, je pense pas les industriels, à pousser pour arriver jusqu'en médiation, parce que la finalité sera pas du tout la même. Le médiateur, et le texte est très clair sur ce point, en médiation, on ne pourra pas se mettre d'accord sur la convention écrite. Donc ce sera vraiment uniquement sur les conditions du préavis. Donc en tout cas, voilà, ça nécessite quand même une bonne préparation de la part des industriels et des distributeurs sur la façon de mettre en œuvre ce dispositif. Alors Jacques Davy, Marie, elle laissait sous-entendre que vous n'étiez pas forcément d'accord. Bon, c'est normal. L'idée, c'est que, bon, d'abord, les négociateurs, enfin, pas les négociateurs, mais les juristes côté distribution sont inquiets de deux choses. D'abord, du fait qu'on rentre dans un dispositif expérimental et nouveau avec un recul diminué, hein, puisqu'on va mettre en place le dispositif de manière anticipée, ce qui n'était pas prévu à l'origine. Ils avaient déjà des préventions sur le sujet à une date du 1er mars. Et ils l'auront pour quelques accords, mais pour le PGC, en tout cas, ils vont l'avoir le 15 ou le 31 janvier. Et ils ne savent pas du tout si le sujet va être un sujet qui va être un sujet post-négociation ou un sujet qui va être dans la négociation. Est-ce que ce dispositif rentre dans la négociation ou dans le formalisme? On est toujours dans la dichotomie instrumentum-négocium, hein, entre la forme et le fond. Ça, c'est le premier sujet. Donc, une inquiétude, effectivement, mais qu'on partage avec les industriels pour savoir mais comment ça va se passer. N'oublions pas que historiquement, la partie faible était déjà protégée par les dispositions de l'article 442.1, n'est-ce pas, sur la rupture brutale des relations commerciales, qui avait institué des délais de préavis minimum, etc., qui d'ailleurs avait été réécrite, cette disposition, dans le cadre de la simplification de l'ordonnance de 2019, ce qui était très bien, parce que ça prenait en plus en compte l'état de la jurisprudence, qui réduisait un petit peu l'effet d'aubaine de certains comportements, de certaines pratiques. Donc tout ça, ça allait bien. Et puis effectivement, l'inflation est arrivée et s'est posé la question de cette durée de préavis à respecter, qui n'était plus forcément, la longueur de la durée n'était plus forcément proportionnelle à l'intérêt d'une des parties à poursuivre l'accord, et en particulier la partie dite plus faible, l'industriel. Et on sait bien que chez les industriels, il y a des parties plus faibles, mais aussi il y a des parties plus fortes. C'est tout le problème. Alors après, sur le plan rédactionnel, pour terminer, parce que Marie a déjà dit beaucoup de choses, on lit le fournisseur peut. Alors, qui dit peu dit potestatif, hein, sur le plan juridique. Forcément, ça pose des questions. Les parlementaires eux-mêmes, quand on lit la CMP de la loi d'Escrozaille, ont de gros doutes sur la légalité du dispositif, mais qui aurait été saisir le Conseil constitutionnel à l'époque? Personne. Donc c'est passé comme ça. On verra bien si a posteriori cette disposition sera remise en cause d'une manière ou d'une autre. Donc le soit, en l'absence, peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur. Alors est-ce que s'il y a un problème sur un accord, on peut imaginer qu'il y a un industriel, compte tenu de son périmètre d'activité et plusieurs accords, parce que plusieurs catégories de produits, est-ce qu'il peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur parce qu'il n'est pas d'accord sur 4 accords, il y en aurait un qui n'aurait pas été conclu à la date butoir? Petite question. Donc sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale. Alors est-ce que la rupture brutale, effectivement, elle est codifiée à L441.2, mais 442.1, pardon. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres motifs qui pourraient justifier, par exemple, ne serait-ce que le préjudice subi, qui finalement n'est pas forcément enchaîné à la notion de rupture brutale? En tout cas, il n'y a pas d'exclusion.
Bon, alors je vais pas rentrer dans le détail avec même partiellement, parce que là, les choses deviennent plus compliquées. La sanction, on la connaît. Hein. La sanction, c'est si vous n'avez pas signé, si vous mettez pas en œuvre le dispositif, il y a quand même des amendes qui courent. Alors, on a dit soit, mais si celui à qui on donne la possibilité de choisir ne choisit pas, qu'est-ce qui se passe? On va retomber dans le schéma habituel de qui arrête de commander, qui arrête de livrer. Et puis, effectivement, l'appel au médiateur. Alors, d'abord, il y a 2 médiateurs. Il y a un médiateur des relations commerciales agricoles et puis il y a le médiateur des entreprises. Alors, après avoir lequel sera le plus... est-ce qu'ils auront la même position? Est-ce qu'ils auront la même manière de traiter les sujets, avec la même rapidité et surtout avec les mêmes moyens? Rappelons aussi que ce sont des médiateurs publics, ce ne sont pas des médiations privées. Donc je leur souhaite effectivement bonne chance. Voilà. Donc et puis effectivement une médiation sur le préavis peut, dans certains cas, pourrait être, et ça c'est un sentiment qu'on partage, une médiation sur une poursuite des relations. Donc on verra bien à l'expérimentation, puisque c'est une expérimentation, comment tout cela se passe. Est-ce que c'est on va dire une tempête dans un verre d'eau, ou au contraire, est-ce qu'on va y avoir embouteillage chez les médiateurs? Réponse dans quelques semaines. Mais je dis une bêtise ou pas, vu ce qui a été dit par Hélène juste avant, vu que c'est tous les secteurs, s'il y a un différent sur le textile, ça ne va pas être le médiateur des relations agricoles. Ce sera le médiateur des entreprises, oui, donc évidemment. Il y aura un aspect quand même sectoriel. Tout à fait. Mais sur les produits alimentaires, je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas possibilité de choix du médiateur des entreprises. Je ne sais pas si c'est prévu comme ça, d'ailleurs. Non, c'est le choix du médiateur, et je pense que si le fait que les parties ne se soient pas mis d'accord, c'est plus, notamment sur la partie intrant industrielle, peut-être que les parties iront du coup plus vers le médiateur des entreprises qu'on sait, voilà, plus ils se sont répartis un peu les rôles comme ça. Si on est plus sur une absence d'accord liée aux intrants MPA, peut-être que ce sera naturellement le médiateur des relations commerciales agricoles. Je pense donc il y a une entente entre les médiateurs sur le sujet. Hélène, vous vouliez compléter? Oui, je voulais compléter parce que effectivement, comme l'a relevé Jacques à l'instant, alors je ne suis pas forcément d'accord sur le caractère potestatif. Alors c'est vrai que l'objectif du dispositif était de protéger le fournisseur en lui donnant le choix. En lui donnant le choix et surtout en voulant le protéger du maintien d'un prix N-1 pendant un préavis qui le conduirait potentiellement à finir l'année sur son prix N-1. C'est un sujet qu'on a eu l'occasion de rencontrer notamment ces 2 dernières années, avec un dispositif rupture brutale qui ne protège pas que la partie la plus faible, effectivement, puisque ce préavis s'impose, en tout cas s'imposait jusqu'à maintenant à l'une comme l'autre des parties, et les fournisseurs se devaient aussi de respecter un certain préavis avec un prix pas forcément choisi. Maintenant, le texte vient dire le fournisseur peut. Mais alors, le texte ne dit pas le fournisseur doit. Et c'est là où on a un petit vide juridique dans la règle qui veut encadrer un sujet où il n'y avait pas d'encadrement. On a une règle qui reste quand même relativement floue sur que se passe-t-il s'il ne le fait pas. Et on n'a pas de sanction en tant que telle sur un fournisseur qui ne ferait pas son choix, puisqu'il en a la possibilité, mais il n'en a pas forcément l'obligation. Donc doit-on comprendre, et c'est là où on peut élargir le sujet sur le risque de ce dispositif, c'est doit-on comprendre que, quoi qu'il arrive, la relation commerciale est terminée. Puisque si on l'articule avec le nouveau dispositif tel qu'il est adopté par la CMP, en tout cas pour les PGC avec la distribution alimentaire, les conventions prennent automatiquement fin. Donc ça veut dire que pour 2024, on est à la fois sur un dispositif contractuel qui tombe. Donc, quand Jacques demandait est-ce que le distributeur ne pourrait pas actionner un autre fondement, et notamment la responsabilité contractuelle, on est sur un sujet où on n'aura même plus de contrat. On n'aura plus de contrat et plus de dispositifs rupture brutale pouvant être invoqués par le distributeur, et avec une forme d'insécurité si le fournisseur n'a pas choisi de faire état d'un préavis, puisque finalement, en ne choisissant pas, il conserve quand même la possibilité, si le distributeur arrête de commander, d'agir en responsabilité, puisque son action à lui n'est pas éteinte.
Jacques. Peut-être juste deux mots. Hein. La loi d'Escrozaille rajoute deux sujets. D'abord celui de la bonne foi, en tout cas en matière de PGC. Et puis vient ajouter dans les conditions de la rupture brutale, enfin en tout cas dans les conditions d'évaluation du préavis, une notion d'un prix qui correspondrait aux conditions économiques du marché. Quand bien même on ne sait pas ce que c'est, les conditions économiques du marché. Mais ça, c'est un autre sujet. Marie, oui, je vais rebondir du coup sur la bonne foi, parce qu'on a souvent eu la critique de dire ça sert à rien, cette notion de bonne foi est déjà dans le code civil. Pourquoi l'intégrer ici? Je pense qu'on l'a intégré parce que on a eu à une époque plus d'une trentaine de comités de suivi où les ministres, et notamment Julien Denormandie, n'arrêtaient pas de répéter ce principe de bonne foi, les médiateurs aussi. Donc je pense que en fait ça s'est fait un peu naturellement. C'était pas inutile de le replacer dans le cadre des relations commerciales, mais du coup, en effet, en contrepartie d'un texte qui peut apparaître, qui est discrétionnaire, puisque le fournisseur a la main, c'est vrai qu'il y a ce principe de bonne foi, et en effet, un fournisseur qui jouerait au chat et à la souris toute la négociation, et notamment dans les 10 derniers jours, en disant de toute façon, moi j'ai une décision qui m'appartient à la fin et je vais pas te dire laquelle, ça pourrait être interprété comme une absence de bonne foi dans le cadre de la négociation. Donc voilà, ça pourra pas être, en tout cas je vois mal un industriel l'utiliser comme un outil de menace ou de rétorsion dans le cadre de la négociation commerciale, et du coup ça impacte profondément la façon dont l'industriel doit penser sa relation commerciale et penser la fin éventuelle de sa relation commerciale avec son client au vu de la faculté qui lui est offerte, et vraiment je pense que c'est un vrai travail de la part des industriels, des juristes, de leurs conseils, d'anticiper au maximum la façon, si jamais on arriverait, et puis surtout là vu le calendrier restreint, si jamais on n'arrivait pas à se mettre d'accord, comment on va agir. Ça peut pas être une réunion de crise la veille avec l'ensemble des directions commerciales, des juristes, etc. Je pense que c'est vraiment une politique d'entreprise, parce que ça aura des conséquences sur le business aussi en fonction des choix qui seront pris. Donc voilà, c'est un vrai travail en amont, et ça peut même être échangé avec le distributeur sans problème. Alors, on l'a dit, c'est à l'initiative du fournisseur. Est-ce que ce n'est pas susceptible de créer de la compensation, donc de créer d'autres déséquilibres dans la relation commerciale? Qu'est-ce que l'équilibre dans la relation commerciale, Yves? Voilà, c'est ça. Non, les effets de bord, on les connaît pas encore, mais on a quand même une crainte que le dispositif soit, par les uns ou par les autres, par effet d'aubaine, d'opportunité ou par contrainte, amène à des situations où on se retrouve, dans la situation de ne pas avoir signé à la date butoir, et deux, dans l'obligation d'aller de manière convaincue ou de manière purement formelle faire un tour chez le médiateur. Mais en attendant, c'est soit un constat d'échec, soit c'est une libération. Mais il faut, encore une fois, il faut revenir au vrai sujet. Si, et je comprends très bien, la poursuite de la relation commerciale n'est pas supportable pour l'industriel du fait d'un désaccord qui ne lui permet pas de garantir ses coûts de production, je comprends évidemment la mécanique. Mais est-ce qu'on est bien dans tous les cas dans cette situation? C'est là où on s'interroge beaucoup. Et ce qu'il faut faire, et comme le disait Marie, il y aura pas beaucoup de cas. A priori, il y aura pas énormément de cas. Donc, est-ce qu'il faut faire des lois d'exception sur des sujets particuliers, ou est-ce qu'il faut rester dans des lois générales et laisser les problèmes qui arrivent nécessairement dans toute application d'un dispositif à la négociation, à la médiation ou à la justice? Est-ce que ça va finalement supprimer ces petites étiquettes en rayon que je trouve assez détestables, parce que ça ressemble à de la délation, indiquant ces produits ne sont pas là, faute d'une négociation qui n'a pas abouti? Qui sont rares, hein, c'est quelques cas tous les ans, donc on revient sur la rareté. Est-ce que ça va permettre d'éviter ça? L'intérêt commun, c'est de vendre, donc on voit bien l'effet entre guillemets l'effet je voulais dire de name and shame. Donc c'est pas moi, c'est l'autre.
Maintenant, on peut comprendre aussi l'agacement de celui qui a des rayons vides. Vendre de la tôle, ça n'a jamais fait un résultat. Donc, on peut comprendre que il faut quand même savoir que la rupture en rayon est le sujet numéro 1 d'agacement et qui détermine le pouvoir d'éviction qui est très très fort du consommateur. Marie. Moi, je pense que ça peut du coup pousser vraiment les parties, parce que le distributeur ayant du coup un peu peur de la mise en œuvre de ce dispositif, ça peut pousser les parties à trouver un accord, hein, parce que la problématique qu'on a eue, même si ça concerne que quelques cas, c'est qu'en période d'inflation, on s'est rendu compte que finalement, vu que le distributeur appliquait le prix N-1, c'était presque une désincitation à trouver un accord. Et c'était là la vraie problématique. Au-delà, enfin, en plus du coup des industriels qui se retrouvaient dans ce cas-là avec une situation économique insupportable. Donc voilà, certains nous disaient, de toute façon, le distributeur me dit que dans tous les cas, même si on n'arrive pas à trouver un accord, on aura un préavis, puis il appliquera le prix N-1. Donc peut-être que ça peut aussi pousser les parties à se dire, vu le risque qu'il y a et on ne sait pas trop ce qui va se passer, la mise en œuvre, peut-être que cette année, les parties vont se dire, bon, on n'a vraiment aucun intérêt à en arriver là, essayons de nous mettre d'accord le plus vite possible et le mieux possible. Alors après, si vous voulez un exemple précis, Yves, moi j'étais en train de réfléchir pendant qu'on parlait. Moi j'ai un exemple précis et personnel. Quand j'étais jeune directeur de magasin, il m'est arrivé à un moment de discuter avec mon chef boucher sur la rotation des stocks et quelque part l'obligation qu'on avait régulièrement de mettre à la casse, à la benne, des produits alors c'était, pour être clair, c'était de la volaille, c'était du poulet d'un fournisseur local. Et on trouvait effectivement que la rotation était faible, qu'on en cassait beaucoup par rapport à la demande. Et donc je lui ai dit, on va diminuer, alors c'était il y a 25 ans, les règles n'étaient pas tout à fait les mêmes. On va arrêter de commander, ou du moins on va commencer à diminuer les commandes jusqu'à arriver à un niveau quand même assez faible. Bon. Et il m'a dit, ok, on fait ça. Et puis une semaine après, il est venu me dire, vous savez, moi j'ai quelqu'un que je connais bien qui travaille chez le fabricant de volaille en question. Il y a une affiche dans l'usine qui dit qu'il faut plus aller dans notre magasin faire ses courses. Bon, voilà comment ça se passe dans la vraie vie. Je n'ai pas vérifié. Donc du coup, on est revenu à un niveau, on va dire, diplomatique d'approvisionnement avec ce fournisseur, parce qu'effectivement, ce sont aussi nos clients. Mais je vous donne un exemple pratique. Il n'y a pas autant de monde dans l'usine que dans un magasin, quand même. Mais bon. Oui, mais ou alors c'est qu'il y a un problème de. Non, mais nos fournisseurs sont nos clients, nos salariés sont nos clients, tout le monde est client. Merci à tous les trois en tout cas.